Ici Jean-Philippe Trottier, nous poursuivons le Midi Actualité sur les ondes de Radio Ville-Marie. Vous savez que le général de Gaulle disait à la fin de sa vie qu'il était curieux de vivre consciemment la fin d'une époque. La question est brûlante pour quiconque est le témoin lucide de l'affaissement du monde dans lequel il inscrit son action et son engagement. Comment donc vivre dans un monde qui évolue comme ça, avec lequel on est en désaccord? Et au-delà, comment faire survivre l'essentiel d'un monde qu'on a connu et qui n'est plus ou qui se meurt? Ce sont certaines des questions présentes dans le livre du romancier français François Taillandier sous le titre « L'écriture du monde » paru chez Stock en 2013. Mathieu Bock-Côté nous en parle. Mathieu, bonjour. Bonjour. J'ai l'intuition que ce sera une chronique crépusculaire. Oui, très juste, c'est le bon terme. J'ai lu ce livre avec passion. J'avais croisé quelques références à ce bouquin dans le Figaro hors-série et ainsi de suite, ou dans le Figaro Histoire. Et là, je tombe sur ce livre qui pose la question fondamentale. Que se passe-t-il lorsqu'un homme prend conscience que le monde dans lequel il inscrivait ses actions, dans le monde qui faisait sens pour lui, ce monde disparaît peu à peu et qu'il lui survivra, finalement, individuellement? Alors, juste un petit mot. C'est François Taillandier, l'auteur. Oui. On l'avait pressenti pour être à l'Académie française il y a pas longtemps, je pense. Oui. Il a écrit beaucoup de livres, non? Ah, c'est une œuvre assez considérable que j'ai survolée sans la connaître vraiment. Oui. J'ai déjà lu, je crois, un autre bouquin de lui, mais dont je n'ai pas gardé un souvenir immense. Alors là, je tombe sur ce livre dont le thème en tant que tel est tout à fait fascinant. Taillandier, je crois, est un chrétien. Cela dit, c'est une chose qu'on connaît de lui. Là, c'est un chrétien qui s'affiche, un chrétien décomplexé. Alors, je reviens sur la question qui est posée par ce livre, c'est que faire lorsque le monde dans lequel on a vécu disparaît devant nous et qu'on lui survit physiquement et mentalement. À partir de là, se posent deux questions. Comment mourir à ce monde sans mourir soi-même, c'est-à-dire comment consentir à entrer dans un nouveau monde qui ne fait plus sens à partir de toutes les valeurs et les références qui ont été les nôtres, et comment faire survivre l'essentiel du monde dans lequel on a vécu dans une nouvelle époque. Donc l'histoire se passe, on parle de Cassiodore, je pense, c'est le 6e siècle. Hein? 6e siècle, alors Rome est tombée. En 476, oui. Voilà, donc Rome est tombée, les barbares s'en sont emparés, et les Romains qui restent, parce qu'il en reste quand même beaucoup, quelques-uns ont le fantasme d'une restauration. Serait-il possible de restaurer la souveraineté impériale? Et ce qui est curieux en plus, Mathieu Bock-Côté, c'est que Cassiodore est chrétien et les barbares sont également christianisés en plus. Donc ce sont deux chrétiens qui s'entendent pas trop quelquefois. On va voir à travers ça, évidemment, c'est que le thème du christianisme devient le filon à partir duquel la civilisation parvient à se perpétuer. Oui. Et c'est ce qu'on va voir tout au long du livre, c'est que le christianisme, pourvu qu'il sache s'acclimater avec l'héritage ancien, est capable justement de relayer une civilisation, de semer le grain d'espérance pour l'avenir. Alors, oui, c'est un chrétien, c'est un catholique, le personnage d'ailleurs, le Cassiodore, et il est un homme politique aussi. Un homme politique qui a réussi une carrière politique admirable, qui a réussi la vie que devait réussir un Romain dans une époque où Rome n'était plus ce qu'elle était. Et je pense qu'il prend une retraite assez tôt et il fonde un monastère, Vivarium. Il prend sa retraite parce qu'il prend conscience que tout cela est peut-être vain et il se dit il faut faire survivre. Nous entrons dans une époque qui n'est plus la nôtre et nous entrons dans un monde qui risque d'être barbare, qui risque d'être obscur. Comment s'assurer de faire survivre l'essentiel de ce qu'on appellera plus tard l'héritage antique et aussi de l'héritage chrétien, ainsi de suite, du christianisme qui n'est pas encore à ce niveau-là un héritage, mais qui est sur son premier élan. Oui. Mais comment réussir à tenir ça? Il va fonder donc un monastère qui sera voué justement à la transmission, à la réécriture, c'est-à-dire la reproduction des textes, la transmission du savoir, l'accumulation du savoir pour semer l'avenir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à travers ce récit, bien évidemment, on touche une part importante de l'histoire de l'Occident. C'est comment, suite à la chute de Rome, une partie de la civilisation s'est repliée dans les monastères pendant un bon moment. Comment la civilisation a survécu dans quelques replis discrets où des hommes travaillaient discrètement pour elle sans que la civilisation, sans que la société ne soit au courant que des hommes discrètement s'affairait aux questions les plus fondamentales. Est-ce que dans le livre de François Taillandier qui s'appelle L'écriture du monde, qui est paru chez Stock en 2013, Mathieu Bock-Côté, est-ce qu'on mentionne Isidore de Séville, qui lui, un siècle plus tard, en fait, ou même presque au même moment, enrichit la bibliothèque épiscopale de Séville, qui devient presque le centre du monde chrétien, et c'est la même tentative de
colliger tout le savoir antique gréco, romain et... Je n'en ai pas le souvenir, mais je note une chose qui est assez intéressante dans ce livre, c'est qu'on parle aussi de l'ambiguïté, de l'ambivalence du christianisme naissant. C'est-à-dire, pour certains, justement, le christianisme doit récupérer, s'inspirer, prolonger le savoir grec, finalement les savoirs antiques, ce qu'on appellera plus tard les humanités. Et il y a une autre tentation plus destructrice au cœur du christianisme qui est repérée par l'auteur et par Taillandier, puis Cassiodore la remarque aussi comme personnage, et c'est l'idée, puisque la révélation vient d'advenir, pourquoi le monde d'hier serait-il important? Ne devons-nous pas réduire à néant le monde d'hier? Supprimons le paganisme. Parce que, ben voilà, c'est-à-dire, alors qu'on sait que le christianisme a trouvé une bonne partie de son carburant dans sa capacité à récupérer le vieux fond païen de l'Europe, faut pas l'oublier, le christianisme a été capable de récupérer une vieille partie de la vieille religion européenne. Il y a aussi une tentation dans le christianisme qui est celle, justement, de l'abolition du monde qui précède la révélation. Alors, à partir de ce moment-là, ces controverses naissantes pour le christianisme, mais qui sont aussi les controverses naissantes de l'Occident, d'une certaine manière, sont explorées. Je vous conseille de lire Grégoire de Nazianze, Grégoire de Nice et Basile de Césarée, qui ont tous les trois fréquenté l'Académie d'Athènes au IVe siècle, fondée par Platon quelques siècles plus tôt. Oui. Très intéressant, et parce qu'ils avaient fait un genre de un merge, comme on dit, entre l'Antiquité et la Rome. Alors, est-ce que Cassiodore réussit? Donc, il fonde son monastère vivarium et il pond beaucoup d'ouvrages également lui-même. Oui, il commande son dernier livre, donc qui est une marque ultime de modestie, le dernier livre de Cassiodore, lui qui était au cœur des problèmes politiques majeurs de son temps, lui qui a fondé cette institution, son dernier livre, ce sera un livre pour expliquer comment bien retranscrire les livres. Comment éviter de faire des erreurs grammaticales, de placer une virgule au mauvais endroit, comment s'assurer de reproduire le plus intégralement possible les grands livres, ce qui va fonder d'ailleurs la tradition des moines copistes et ainsi de suite. Donc comment... Donc le dernier acte de cet homme, c'est une méthode de la transmission. C'est assez intéressant de voir comment au soir de sa vie, un homme qui a exercé le pouvoir trouve que la chose la plus importante qui soit, c'est de rappeler comment transmettre quelque chose qui n'était pas au cœur de son action pendant une bonne partie de sa vie. Et il y a une chose qui est assez intéressante chez Taillandier, parce que c'est un propos qui revient souvent au fil du livre, lorsqu'il parle des querelles théologiques, lorsqu'il parle du travail justement qui s'opère dans les monastères, il dit la plupart des hommes n'étaient pas au courant du travail qui se faisait là. Et pourtant, c'est le travail le plus fondamental qui soit. Quelques hommes portaient le monde du haut de leurs bras parce qu'ils transmettaient ainsi l'esprit de la civilisation. Et n'oublions jamais que la querelle théologique d'aujourd'hui, on dirait aujourd'hui philosophique ou idéologique, sera la querelle politique du lendemain ou du surlendemain. La fin du livre, je vous demande pas de dévoiler des secrets inavouables, mais est-ce qu'il meurt serein ou est-ce qu'il meurt accablé? Alors, c'est un livre en 3 parties. C'est-à-dire, tout le monde finit par mourir, il paraît. Alors, c'est un livre en 3 parties. Donc, d'abord, c'est Cassiodore, ensuite, un de ses successeurs, ensuite, comment tout cela se prolonge à travers une princesse barbare qui va jouer un rôle majeur dans la transmission justement de la culture, dans la consolidation d'un nouvel ordre. Donc oui, il meurt, mais il y a une sérénité chez lui. C'est la sérénité à la fin qui est celle du savoir, à ce qu'on en comprend en effet. C'est-à-dire, c'est parce qu'il comprend qu'il se survivra par la transmission de la civilisation qu'il gagne probablement cette sérénité. Et c'est une chose qui est assez importante pour nous qui sommes toujours pris par des querelles politiques existentielles, passionnelles et tout ça. Et dans l'immédiat aussi. Et quelquefois, on a l'impression, est-ce que tout cela est vain? Et c'est une question que je me suis déjà posée. J'ai déjà consacré un texte à ça il y a peut-être 1 an. J'étais au Metropolitan Museum à New York et une chose me marque. Je vois quelquefois une statue, ou quelquefois un monument, quelquefois un document qui résume apparemment l'esprit d'une civilisation. Donc, de cette civilisation, nous retiendrons ces 5 pièces et ainsi de suite. Et là, je me disais, voilà quelque chose qui est assez fascinant. Nous sommes chaque fois pris dans les querelles de notre époque et nous devons les épouser. Parce que, à travers ces querelles, c'est chaque fois la même histoire humaine qui se joue sur les grands principes et les grandes valeurs. Il faut prendre de la hauteur en même temps. Mais voilà, il faut prendre de la hauteur en même temps. Donc, comment être capable de participer au monde sans y donner absolument son âme? Comment réussir à participer aux querelles de notre époque sans s'y laisser avaler complètement? Ça, c'est votre deuxième question, en fait.
Oui, mais c'est... Comment justifier mon action dans un monde qui ne me plaît plus du tout ou qui n'est plus compatible avec les valeurs dans lequel j'ai grandi? C'est une question posée par Kundera, qui m'a toujours marqué. J'avais lu Milan Kundera, l'écrivain tchèque? Oui, absolument, qui a écrit en français. Et qui écrit en français surtout. Hein. Et Kundera dit dans l'Immortalité comment vivre dans un monde avec lequel on est en désaccord. Et quand j'ai lu cette phrase la première fois, ça m'a marqué, parce que ça fait plusieurs années, et j'ai eu le sentiment d'une adhésion immédiate à cette question. C'est-à-dire, effectivement, je ne suis pas d'accord avec le monde dans lequel je vis. C'est-à-dire que non seulement je ne suis pas d'accord avec certaines options politiques, sociales, mais je ne suis pas d'accord quelquefois avec la définition même du réel qu'on nous propose. Alors, c'est une question posée par Kundera, mais on peut dire que c'est la question posée par toute une série de grands hommes qui, quelquefois, justement, prennent conscience qu'il faut faire un pas de côté par rapport à l'époque pour être capable d'avoir une emprise sur elle. Et c'est une question de faire un pas de côté ou approfondir une question et approfondir les racines? C'est-à-dire qui transcenderait les contingences historiques et qui atteindrait l'éternel. Mais il faut faire un pas de côté pour être capable de se délivrer de la contingence historique. Parce que si on se laisse définir... J'ai bien compris, c'est pas ce que je dis, Mathieu Bocoté. Je dis un pas de côté ou un pas plus profond. Mais je crois que les deux vont ensemble. C'est-à-dire, parce qu'on fait un pas de côté, on peut ensuite aller en profondeur. Parce qu'on... plutôt que de parler de l'époque avec un point d'exclamation, celui de l'enthousiasme, on décide de parler de l'époque avec un point d'interrogation, celui du scepticisme. Ou associer ses complexes, plutôt. Oui, bien évidemment. Alors, à partir de ce moment, il est possible de poser d'autres questions à l'époque. D'autres questions qui ne sont justement pas celles qui traversent l'espace public, et ça nous ramène au livre de Taillandier qui est magnifique. Comment un homme qui a traversé une vie politique remplie, comment en vient-il à se dire que l'essentiel n'était justement pas exclusivement dans les affaires mondaines, même s'il ne les reniait pas? Il ne renie pas la cité, mais il comprend que les choses plus fondamentales peuvent se jouer dans ses marges. C'est pour moi une question fondamentale, surtout que nous vivons... Effectivement, aujourd'hui, je crois que tous le savent, soit une fin d'époque, soit le début d'une autre, et nous la chevauchons. Vous connaissez Ernst Jünger, je fais un petit aparté, il était entomologiste, ensuite romancier aussi, très lu par Hitler du reste, il est mort en 1998 à l'âge de 100 Oui, très lu par Mitterrand aussi, très lu par bien les gens. Il écrit son journal parisien, vous savez, il était pendant la guerre, officier de la Wehrmacht. Qui vient d'être réédité d'ailleurs à la Pléiade. Ah, tant mieux, parce que je l'ai lu, c'est fabuleux. Il finit comme ça, en avril 45, donc il est muté chez lui dans son village ou sa ville natale où il habitait, et les chars alliés envahissent, et il écrit ces dernières lignes du journal parisien, vous me permettrez de les lire, parce que dans le droit fil de ce que vous racontez, on ne se remet pas d'une telle défaite allemande, évidemment, comme on faisait jadis après Iéna ou Sedan. Elle manifeste un retournement dans la vie des peuples, et ce ne sont pas seulement d'innombrables existences humaines, mais aussi bien des valeurs dont notre être a été bouleversé qui vont périr dans ce passage. Je continue. On peut voir le nécessaire, le comprendre, le vouloir, l'aimer même, tout en se sentant pénétré d'une douleur infinie. Il faut le savoir lorsqu'on veut saisir le sens de notre époque et de son humanité. Quelles sont dans ce jeu les douleurs de l'enfantement et quelles sont celles de l'agonie? Peut-être sont-elles identiques, ainsi quand le soleil se couche, il se lève en même temps sur d'autres mondes. C'est dans le journal parisien de Ernst Jünger, c'est la fin du journal. C'est une pensée crépusculaire. Il faut comprendre la catastrophe, la fin de quelque chose, et aller et porter son regard infiniment plus loin pour voir dans 3-4 siècles... Ce qui peut renaître. Et c'est quelque chose, quelquefois, je dirais, le génie des grands hommes politiques de ce point de vue, est d'être capable, quelquefois, de faire le deuil de leur propre vivant, du monde dans lequel ils ont vécu, pour s'assurer que l'entrée dans le nouveau monde soit plus soit plus douce que prévu. Mais s'ils sont écoutés par personne, à quoi sert cette action? Mais quelquefois, ils sont écoutés. Le plus bel exemple, et vous connaissez mes deux figures de référence lorsque je cherche à penser aux grands hommes politiques, c'est Jean-Philippe Trottier et qui l'autre? Et Mathieu Bocoté, parfait. Mais accessoirement, Churchill et De Gaulle. Et la comparaison se tient. De Gaulle est un homme qui, dans les années 50, croit encore, par exemple, à l'Empire français. Il croit qu'il est possible de préserver l'Empire français, qu'il voit une condition de la grandeur de la France. Et il y a cru passionnément. C'est un homme, d'ailleurs, de vieille formation, et ainsi de suite. Ce n'était pas un colonialiste. Loin de là, d'ailleurs, il fait partie de la tradition qui considérait que la politique de France devait se jouer en Europe plutôt qu'ailleurs que dans le colonialisme. Mais quoi qu'il en soit, il y a un attachement à l'Empire français. Et il constate que le monde dans lequel il entre n'est pas un monde qui permettra aux empires de survivre, et il doit jouer la carte de l'autodétermination. Et donc de l'Algérie, et ainsi de suite, et ce sera le grand homme qui va permettre à la France de sacrifier dans une moins grande douleur que prévu sa grandeur passée, sa grandeur impériale. On peut dire la même chose de Churchill aussi à sa manière, qui pendant la guerre disait « Je ne suis pas l'homme qui sacrifiera l'Empire britannique, mais qui le restaurera », et qui comprend qu'un jour un autre monde apparaît. Les grands hommes ont quelquefois cette vertu
vertu non reconnue mais bien réelle de nous permettre de passer d'une époque à une autre dans moins de douleur qu'on aurait pu le croire. Vous souvenez-vous, Mathieu Bocoté, des 3 derniers paragraphes des Mémoires de guerre de Gaulle? Oui, mais vous avez... Elle a dit vieux monde, etc., oui, usé, sûr. etc., raboté, etc., vieille France qui a vu tant de... Et ensuite, vieil homme. Et tout ça finit sur un message d'espérance parce que ça va refleurir quelque part d'autre. Mais il part du monde pour aller vers la France et pour aller vers l'homme, vers lui. Est-ce que ces 3 paragraphes, en fait, rejoignent vos deux questions à vous? Je crois que oui. C'est-à-dire, il y a une chose qui m'apparaît indispensable, c'est lorsque un homme agit politiquement ou dans la cité, il doit se demander, c'est bête à dire, mais pourquoi on se rappellera de lui si on se rappelle un jour de lui? C'est-à-dire, quel sera l'essentiel? Eh bien, c'est à ce moment qu'il faut éviter de se laisser happer par les petites controverses ordinaires qui sont capables de meubler nos existences. Hein. Tout ce qui grenouille, gribouille et scribouille n'a au fond aucune importance. Hein. Mais alors, à partir de ce moment-là, comment... donc, la question, ce dont on conservera le souvenir, ça pose, soit dit en passant, toute la question de la mise en récit d'une collectivité. C'est-à-dire, nous n'existons pas si nous ne sommes pas mis en récit. C'est une chose assez fondamentale qu'on a tendance à oublier dans une société du présent perpétuel. Mais quelquefois, ce qu'on peut voir aussi, c'est que ce sont les vieilles semences qui parviennent à faire renaître une civilisation. Le plus bel exemple de ça, c'est le terme de la Renaissance. Quand on parle de renaissance de la civilisation européenne, c'est parce qu'elle se tourne vers l'Antiquité pour trouver justement les principes, les idées, les textes qui lui permettront de renouer avec certains principes qui ont fait et qui feront sa grandeur. Et je crois que cette idée de renaissance vient s'opposer en contradiction avec l'idée moderne du progrès. L'idée moderne du progrès nous dit... c'est linéaire. C'est linéaire. Il n'y a pas d'autre possibilité que de regarder vers l'avant. Alors que la renaissance, c'est justement... C'est l'idée que c'est en se tournant vers le passé, certaines de ces possibilités inaccomplies ou encore certains trésors enfouis dans la mémoire qu'il est possible de faire renaître une civilisation, un ordre politique. J'irai plus loin que vous, Mathieu Bocoté. Vous vous souvenez de la formule du devoir fait ce que doit et ensuite advienne que pourra? C'est exactement... on trouve ça chez Kipling, on trouve ça dans la pensée hindoue, on trouve ça dans l'Évangile, on trouve ça dans la Bhagavad Gita. Fais ce que tu dois, chez les stoïciens également, fais ce que tu dois maintenant et le reste ne t'appartient plus du tout. Est-ce que, confronté à une situation, et je vous pose la question à vous aujourd'hui, au Québec, est-ce qu'on doit penser, agir, réfléchir comme si on allait mourir demain, comme si, comment dirais-je, on agit sans espoir de fruits, de résultats? Je répondrai bien personnellement, je n'en suis pas là. C'est-à-dire, j'agis encore dans l'espoir, j'espère le faire longtemps, que les actions dans lesquelles on s'engage puissent donner des fruits à court et moyen terme. Mais, donc, je crois... Évidemment, je pense ici au combat pour l'indépendance du Québec, c'est-à-dire qui est le plus fondamental qui soit pour notre peuple. Nous savons que l'avenir est bloqué immédiatement, mais ce n'est pas une raison pour croire qu'il est bloqué définitivement. Donc, semer l'idée qui permettra un jour à ce vieux rêve de renaître, ça, je crois que c'est... J'espère voir ça de mon vivant, je suis quand même pas si vieux que ça. Mais cela dit, poser la question dans 100 ans, dans 200 ans, notre peuple, mais plus largement notre civilisation, pourra-t-elle préserver un certain rapport de continuité avec un passé, avec des textes, enfin avec des textes, des œuvres qui consignent le meilleur des temps passés, des trésors enfouis de la mémoire? Eh bien, serons-nous encore capables de ça? C'est à ce moment que la question philosophique première aujourd'hui, c'est celle de la transmission. Je crois que la question de la transmission, tant à l'école, qu'en politique, qu'en philosophie, c'est la question qui doit irriguer l'espace public et la conscience collective. Et nous ne vivons plus avec cette idée de la transmission parce que nous sommes justement pris par ce présentisme, par l'utopie de la refondation perpétuelle, l'incapacité d'avoir un rapport fécond avec le passé. Donc, comment transmettre? C'est la question posée par Cassiodore dans le très beau livre de François Taillandier, L'écriture du monde. Et c'est une question qu'on pourrait se poser aujourd'hui de manière tout à fait fructueuse. Je crois que la liberté rentre là-dedans aussi. C'est une phrase terminale, mais je vais en rajouter une autre, si vous voulez, Mathieu Bocoté. On n'est jamais vraiment libre que quand on dépend pas des résultats de notre action. Non? Oh, bien évidemment, c'est-à-dire la liberté, c'est justement dans une capacité d'une indifférence minimale à soi-même. J'ai pas dit une indifférence maximale. Minimale, c'est quoi la différence pour vous? Je n'ai pas dit une indifférence maximale, c'est-à-dire on s'engage dans le monde et on espère voir les fruits de notre action et on y participe. Et il n'est pas condamnable de vivre des passions de ce monde. Il ne faut tout simplement pas se laisser asservir par ses propres passions. Je ne saurais jamais si vous êtes stoïcien ou hédoniste, mais on fera une autre chronique là-dessus, Mathieu Bocoté. Merci infiniment. On parlait donc de l'écriture
du monde de François Taillandier, paru chez Stock en 2013. Et voilà qui termine le Midi Actualité. Merci beaucoup à Daniel Fortin à la mise en onde. Ici Jean-Philippe Trottier qui vous fait un salut amical et vous donne rendez-vous demain à midi. Entre-temps, restez à l'antenne de Radio Ville-Marie pour l'émission Sur deux notes avec André Daris.